On va se raconter ce soir des histoires d'horreur, mais aussi voir si la légende de cette forêt est bien réelle. Est-ce que vous savez les gars où je vous ai amené aujourd'hui? Mais non frère, tu nous amènes dans une forêt, tu nous as pas dit la légende. Vas-y. Les gars, alors je sais pas si c'est vrai, mais je sais que dans cette forêt il s'est passé des dingueries de fous. Il y a des randonneurs qui sont venus plusieurs fois ici, et la classique, ils se prenaient en photo avec leurs proches, leur famille, et quand ils regardaient les photos après, tout le temps, ils voyaient derrière eux une sorte de forme un peu blanche, bizarre, très grande. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un youtubeur qui s'est rendu après ça voir si tout ce que les gens mettaient comme cliché sur internet était bien réel. C'est moi. C'est pas toi gars, c'est tout sauf toi, vraiment. Il est dans cette forêt, il a passé plusieurs nuits, il a rien observé, mais la dernière nuit qu'il a passée dans cette forêt, eh ben en fait, depuis cette nuit, on l'a plus jamais vu quoi. Le mec, on n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Sa famille, rien, aucun contact. Ils ont essayé de le joindre par téléphone, par message, aucune nouvelle quoi. Du coup, évidemment, il y a une enquête après tout ça qui a été faite. On n'a rien retrouvé, à part quelques affaires, mais on n'a pas pu identifier malheureusement aucune trace ADN. C'est très bizarre. En fait, l'enquête est hyper floue. On n'a pas pu du tout savoir à qui appartenaient ces affaires. Est-ce que c'était un randonneur lambda qui est passé par là un jour? Peut-être. Moi, j'y crois pas du tout, mais je trouve ça cool de vous raconter un petit peu l'histoire avant de commencer parce que c'est cool évidemment de mettre un petit contexte pour les gens, mais je pense que c'est faux. Vous y croyez? J'imagine que non. Moi personnellement, j'y crois pas. Non. On est d'accord, c'est faux pour moi aussi. J'aimerais avant qu'on commence les histoires, j'aime trop faire ça. C'est fou ce corbeau qui me terrifie. Ce que j'adore les gars avant les histoires, c'est qu'on se dise tous un petit peu une phrase qui nous fait un petit peu peur et qui nous fait penser à notre histoire. Donc je t'invite, Juliano, à commencer. Bah moi ça va être une chambre d'hôtel avec un petit twist en plus. Laurie, c'est quoi toi? Un collègue insistant. Zébro? C'est dans un avion et ça aurait pu terrifier n'importe qui. Moi je dirais une personne qui a des capacités hors du commun, mais un peu macabre. Et vous me demandez pas, moi c'est terrible, jamais on me demande à moi. Léo, alors dis-nous c'est quoi? Ma phrase, je dirais que c'est une forêt étrange, mystérieuse, avec une gourde maudite. Air up. Putain mais... Ce soir, on risque de beaucoup parler pendant les histoires et heureusement, on a Air Up qui nous accompagne aujourd'hui pour une hydratation saine. C'est trop cool. Tu fais quoi? Je fais l'OP là. Ce qui est cool avec Air Up, mec, c'est qu'en fait, tu as des petits potes comme ça, tout simplement, et là, tu le mets hop sur la gourde et tu bois, tout simplement. Ah oui, ça permet d'aromatiser l'eau. Yes, 100% naturel, et là, j'ai le goût banane actuellement. T'as tout faux, Léo. Le goût banane est en édition limitée. Mais en revanche, vous pouvez retrouver d'autres goûts. Cola, pêche, citron vert et même mon goût préf, mangue, fruit de la passion. Et maintenant, parlons de la rétro-olfaction d'Air Up. Alors c'est hyper simple, en fait en buvant de petites bulles d'air secret. Et ces dernières, renfermant l'odeur du pod, éclatent en bouche et sont ensuite captées par les capteurs olfactifs présents dedans. Et c'est alors que ton cerveau à toi, oui, a l'impression de boire une eau aromatisée. Et on a la chance les amis ce soir d'avoir avec nous les nouvelles éditions de Air Up, les gourdes Real Steel. C'est quoi Real Steel? Très bonne question, merci tout le monde la prod. Merci la prod. Ouais non mais du coup c'est quoi Risty? C'est une nouvelle en fait édition de gourde premium en inox, c'est hyper beau, t'aimes bien ou pas la couleur déjà? Franchement oui c'est pas mal, en plus couleur un peu crème, Yes. assez stylé. Et en plus de ça mec, c'est une gourde qui garde l'eau fraîche pendant 14 heures. Et en plus faut savoir qu'elle a un design... Pourquoi tu... Excellent celui-là. Vas-y, dis-le, Je c'est vais un bégayer, design hyper c'est chiant. élégant. Et en plus elle a un système de pod qui s'active automatiquement pour beaucoup plus de simplicité. T'es pas obligé de montrer comme ça. J'adore moi. Avec le code Léo les amis, vous avez 10%, c'est important de le noter. Hors offre en cours sur tout le site. Génial. Fais-moi un bisou, peut-être pas cool pour la marque en plus de ça. Donc merci beaucoup Europe de nous accompagner. Bon, Moi, vidéo, ouais bah oui. pas Toi c'est pas ta chaîne et frérot. on commence avec ma première histoire. C'est faux. T'es tout faux encore une fois, c'est l'histoire de Juliano qui est maintenant. Bon, comme je suis le premier à passer, je vais vous proposer de venir avec moi et d'ouvrir une porte. La porte de l'hôtel Holo. L'histoire elle commence avec une jeune fille qui s'appelle Emeline. Elle nous vient tout droit de l'Indiana et c'est une jeune fille qui est belle, elle a de l'ambition, elle veut devenir secrétaire. Elle va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Henry Holmes. C'est un mec qui a un petit hôtel dans Chicago qui fonctionne plutôt bien. On est dans la fin des années 1800, les gens viennent une nuit ou deux comme ça parce qu'ils passent en ville et son affaire fonctionne plutôt bien. Fonctionne d'ailleurs tellement bien qu'il va devoir prendre une secrétaire. Cette relation qui de base était professionnelle va vite se transformer en amitié. Cette amitié va se transformer en amour. Et puis cette relation amoureuse va les amener à un truc qui finalement est plutôt naturel, va lui demander est-ce que tu voudrais dormir une nuit dans ce fameux hôtel. Elle va accepter. Et c'est la dernière fois qu'on va l'avoir en vie. Plus jamais on reverra cette fille. Pour comprendre ce qui lui est arrivé, il faut comprendre que l'hôtel, c'est pas vraiment un hôtel. En fait, les plans ont été dessinés par Henry Holmes et il avait vraiment une idée bien précise de ce qu'il voulait. En fait,
si vous voulez, par exemple, dans chaque salle de bain, il a mis un grand miroir pour se maquiller, se démaquiller. Sauf que ce miroir, c'est une glace sans teint. Lui, il voit d'un côté, mais la personne voit que son reflet, il voit pas l'autre personne qui la regarde. Donc dans chaque chambre de l'hôtel, il y a une pièce derrière les vitres avec une petite échelle et il descend le soir pour regarder les gens se déshabiller. Alors on pourrait croire que c'est un pervers. Bon, c'est quand même un peu un pervers. C'est un pervers, mais en fait pas vraiment parce que figurez-vous que, à part pour se rincer l'œil de temps en temps, il y va pour autre chose. Il a une petite manivelle qu'il peut activer. Oh. Ouais, les bruits, ça met vraiment l'ambiance, c'est fou. Ouais. Il a une petite manivelle et cette manivelle, quand il l'active, il y a un conduit de gaz qui s'ouvre dans la salle de bain. Et la personne meurt asphyxiée. Hein? Son plaisir, c'est de la regarder mourir. Son vrai plaisir, c'est de regarder la personne mourir devant ses yeux. Alors ça, c'est quand vous aviez de la chance. Il faut savoir que dans cette pièce, à côté, il y a une autre petite pièce qui se ferme et qui est totalement invisible. Il faut savoir qu'elle est là, sinon on ne sait pas. Et si la personne ne mourait pas, elle était juste tombée dans les vapes, il amenait la personne et il la mettait dans cette pièce. Et donc il y a cette pièce, elle a deux particularités. Premièrement, elle s'ouvre que de l'extérieur. Deuxièmement, on ne vous entend pas crier. Elle est hermétique, elle est isolée phonétiquement. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui viennent dormir et à côté d'eux, dans une pièce, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de mourir de faim ou de soif. Et on ne le sait pas. Et ça, c'est encore une fois si vous aviez de la chance. Parce que parfois, il revenait dans cette fameuse pièce pour frapper, violer, et il repartait. Et il laissait les gens mourir de faim. Et ensuite, il allait récupérer les cadavres. Waouh. C'était pas son seul passe-temps. Oh waouh, le mec est vraiment zinzin quoi, jusqu'au bout. Et bien figure-toi qu'il avait une petite cave, mais c'était plus un laboratoire de Frankenstein en fait. Quand tu descendais, c'était une pièce vide avec seulement deux objets. Tu avais un four et des scies avec une espèce de planche en inox. Et dans cette pièce, il amenait les gens pour les accrocher, pour les torturer toute la nuit, pour les violer et pour les découper en morceaux. Et finalement, si on revient à notre petite amie Emeline, on a retrouvé des traces d'elle, mais que des traces. On va retrouver par exemple sa bague sous un lit, on va retrouver une partie de son squelette dans une université qui étudiait le domaine médical, non loin de Chicago. Et on va retrouver aussi des parties de son corps carbonisées dans un four. Il faut savoir que quand il a été arrêté, au début, on pensait qu'il avait tué environ 28 personnes, ce qui est déjà énorme. Au final, on pense qu'il est plus autour des 200. Et quand la police va entrer dans les lieux, ils vont découvrir plusieurs trucs assez intéressants. Premièrement, dans les armoires, il y avait des pièges. Ce qui fait que selon comment on ouvrait l'armoire, on pouvait se prendre une scie dans la tête et se faire décapiter. Dans la salle de bain, il y avait des scies qui pouvaient s'activer ou se désactiver en fonction de comment tu t'asseyais dans la baignoire. Tu pouvais te faire couper une jambe. Il y a d'autres trucs assez bizarres, comme par exemple des portes. Et quand tu les ouvres, il y a un mur. Ou alors des couloirs. Mais les couloirs ne mènent nulle part. Ou alors tu tournes indéfiniment. Il y a des escaliers qui mènent à rien, un plafond. En fait, c'était fait pour que si la personne s'échappe, elle puisse jamais ressortir de l'hôtel. C'est un labyrinthe quoi dans le... C'est comme la maison de Winchester. Et ce qui est fou, c'est qu'il avait mis un système où quand il fermait la porte, tu ne pouvais pas la réouvrir de l'intérieur. Ce qui fait qu'à la seconde où tu acceptais la clé, tu étais condamné. Impossible de sortir autrement. C'est lui qui ressortira pour venir chercher ton cadavre. Waouh, t'étais condamné à une mort certaine quoi. Et en plus, tu meurs tout seul, quoi. Tu meurs tout seul, bah, soit t'es asphyxié, soit t'es torturé dans sa cave. Il avait combien d'étoiles sur Google Maps, cet hôtel? Bah en fait, personne ne pouvait mettre de notes puisque personne ne ressortait jamais, finalement. Et ça, c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui est totalement vraie et elle est tellement traumatisante qu'elle a inspiré la saga Saw. Donc c'est de là qu'est tiré, c'est de ce mec-là qu'est tirée la saga Saw en fait. Mais comment on sait qu'elle est vraie? C'est vraiment une histoire qui est très connue. Et d'ailleurs, elle est tellement connue qu'en Angleterre, ils ont recréé le Holo Hotel avec les pièces qui mènent à nulle part, avec les chambres, et tu peux aller le visiter d'ailleurs. J'ai pas envie. Parce qu'il n'existe plus, le vrai? Non, il me semble qu'il a été brûlé. Ils ont basé une attraction, ils ont créé une attraction sur de la pure tristesse quoi, sur une affaire de meurtre quoi. Terrible, terrible. Il avait son bureau et dans son bureau, il y avait une petite mallette d'environ 1,50 m sur peut-être 1 mètre et il mettait des gens vivants dedans et il faisait venir des clients pour signer quand ils rentraient ou quand ils partaient, tu vois. Et il y avait genre un mec qui était en train d'agoniser à l'entrée, genre, ou dans son bureau. Et on n'entendait pas le bruit parce non. que c'était isolé phonétiquement comme les C'est pièces. ça. Et donc le mec entendait quelqu'un rentrer, il savait que lui aussi il était condamné du coup. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Et c'est comme ça que se termine mon histoire. Bravo. 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 Bah, super Merci. histoire, mec, bravo. Vraiment. Merci. Laurie? Oui. C'est quand tu veux que c'est à toi.
Ok, alors moi, cette histoire s'est passée il y a déjà 5 ans, donc j'aurai mon téléphone pour n'oublier aucun détail. Du coup, pour vous mettre dans le contexte, c'était l'époque où je travaillais en salle blanche. C'est quoi une salle blanche? Juste, Une salle blanche, je suis peut-être débile. Non, t'inquiète. En fait, t'es en sorte de combi un peu de cosmonaute, de la tête aux pieds, et c'est une salle hyper propre, hyper contrôlée. C'est une sorte de travail à la chaîne. T'es en combi comme ça, justement, pour vraiment qu'il n'y ait aucune particule qui puisse atteindre les puces sur lesquelles tu bosses. J'y travaillais depuis 6 mois. J'avais fait la connaissance de pas mal de gens de là-bas. Et au début où je suis arrivée, j'ai remarqué un homme qui me souriait assez régulièrement. Mais sans plus au début, juste il me souriait quand je passais, il me disait bonjour, voilà. Et au bout d'une semaine, il y a cet homme que je vais donc appeler Patrice, pour ne pas révéler sa vraie identité, qui est venu me parler. Je précise, parce que c'est important, que Patrice a environ 45 ans. J'étais dans mon atelier en salle blanche. Il m'a abordé pour me demander si une certaine machine de la salle était fonctionnelle. Donc je lui réponds, on commence à parler. Je lui montre la machine qu'il voulait voir et tout, et il commence à me poser des questions. T'es jeune, dis donc, est-ce que tu comptes reprendre les études? Et donc à ce moment-là, je lui parle un peu de mon projet d'intégrer un conservatoire de théâtre. Et là, il rebondit et il me dit « Ah, c'est super intéressant, tu sais, moi je travaille pour une troupe de théâtre en tant que photographe. » Il me raconte qu'il fait de l'urbex dans beaucoup d'endroits, et moi du coup je trouve ça génial parce que ça fait longtemps que je cherche des endroits justement pour aller faire de l'urbex. Donc je commence à répliquer, je lui dis « Ah, c'est super, moi et mes potes, on aimerait beaucoup faire de l'urbex, mais on ne sait pas vraiment où aller en fait, on ne connaît pas d'endroit. » Et là, il n'a pas hésité une seule seconde et il me dit que si je suis d'accord, il nous amènerait à l'occasion faire de l'urbex. Pour le moment, rien de bizarre. Mais on imagine que si tu racontes ça... C'est que ça n'a pas fini bien. Ouais. Le lendemain, il vient de nouveau me voir du coup dans ma salle où je travaille, sachant que normalement on est censé vraiment être seul dans les salles où on bosse. Sauf s'il a quelque chose à faire, à récupérer ou quoi, il n'est pas censé venir dans ma salle où je bosse. À chaque fois qu'il vient me voir, il n'y a personne dans l'atelier complet. Je suis toujours toute seule, il vient jamais quand il y a des gens avec moi. Il vient me voir dans mon atelier et là il me donne son pseudo Instagram pour que je le suive. Il me dit « Ouais, viens me suivre sur Instagram et tout, comme ça tu verras un peu mon travail, les photos que je fais. » Au début, je me dis « Ok, le mec veut juste que je regarde ce qu'il fait, bon, ok. » Et le lendemain, il entre dans mon atelier et il me demande si du coup je suis bien allée voir son Instagram avec les photos qu'il fait. Je lui réponds que non, j'ai oublié, mais que je regarderai le soir même en rentrant. Et là, il commence en fait à me parler d'urbex. Il devient hyper insistant, surtout qu'en fait, il commence à me dire au sujet de l'urbex, dans certains endroits, tu pourras pas amener tes amis parce qu'on ne peut pas y aller avec trop de monde. Ouais, ça commence à devenir chelou là. Ouais, Oh là là, il veut t'isoler en fait de tes potes. Et ça, ça souvent, c'est très mauvais Attends, signe. mais c'est pas le pire, je vous jure que c'est vraiment que le début. Du coup, le soir même, je vais voir son Instagram et tout, je l'ajoute et tout, et 2 minutes plus tard, je reçois un message de lui sur Instagram qui me dit « Hello, j'espère que tu vas bien. » Donc je réponds juste « Oui, je vais bien », c'est tout, pour pas engager le truc, parce que je trouvais ça un petit peu bizarre de parler sur Instagram avec un homme de 45 ans, alors qu'à l'époque j'en avais 18. Et après, je suis un peu parano peut-être, mais j'ai préféré garder mes distances. Le lendemain matin, je reçois un autre message sur Instagram de lui qui me dit « Hello, je passe te voir en salle blanche tout à l'heure. » J'ai pas répondu, j'ai lâché un vu. Je me suis dit qu'il allait peut-être me parler de l'urbex. L'époque, c'était quand on était en confinement. Et du coup, je voyais pas trop comment il allait vouloir organiser un urbex, étant donné que, vous savez, il fallait des autorisations pour sortir, tout ça. C'était très contrôlé, quoi, à cette époque. Dans l'après-midi, il vient me voir dans l'atelier, comme tous les jours depuis 4 jours maintenant. Je lui parle de l'urbex en essayant d'insister sur le fait que je veux y aller avec des amis et que je veux pas me retrouver seule. Du coup, il me répond la même chose qu'hier et il commence à me parler de tout et de rien. Et il repart 30 minutes après. Ouais, du coup, t'as pas précisé. Ton père, il travaille dans cette boîte, c'est ça? Ouais, en fait, mon père travaille en tant que cadre là-bas et il connaît le mec. Enfin, Mais est-ce que le mec savait que t'étais la fille de ce mec-là? il le savait, mais en fait, mon père, par contre, n'était pas au courant qu'on se parlait et surtout, ils sont pas proches du tout. C'est pas un collègue de travail. C'est juste, il sait que c'est quelqu'un qui travaille ici, il le croise de temps en temps, mais sans plus. Le soir même, donc j'étais encore au travail et il était déjà venu me voir le matin. Là, je reçois encore un message de sa part sur Instagram et le message, il est trop creepy. Il me dit « Courage, plus que 2 heures ». Et ce qui est hyper chelou, c'est que je lui ai jamais parlé de mes horaires de travail. Et le mec savait qu'il me restait 2 heures à bosser. Donc je fais comme si de rien n'était. Je lui ai juste répondu « Oui, haha ». Alors que vraiment, derrière mon écran, j'étais en mode « What ?» Enfin, comment il sait ça? Je reçois un message un matin, encore une fois. Et le mec me dit « Hello, on va explorer une mine abandonnée avec une amie.
est-ce que tu voudrais venir prendre la pause? Et surtout, dans le message, il ne me parle pas de la possibilité que j'emmène quelqu'un. Donc je lui réponds, hello, écoute, ça pourrait être cool, je pourrais dire à une amie de venir, point d'interrogation. Il m'a donné une réponse du coup qui m'a pas vraiment plu. Il me dit, alors non, dans cette mine, ça sera pas possible. Je viens te voir cet après-midi dans ton atelier pour t'expliquer. Ah. Donc là, je lis le message et je me dis, c'est une blague, genre comment ça? Il me dit non, que je peux pas ramener quelqu'un et tout. J'attendais avec impatience son explication et l'après-midi même, il vient me voir dans mon atelier. Patrice m'explique que je pourrais pas amener d'amis à la mine parce que l'ami qui vient avec lui tient à ce que l'endroit reste secret. Et comme l'endroit doit rester secret, je n'ai pas le droit d'amener quelqu'un. Et là, il m'a dit un truc qui m'a un peu fait peur. Il me dit, d'ailleurs, quand tu iras avec nous là-bas, quand on sera là-bas, tu devras dire à personne où tu es, parce que personne ne doit savoir où est l'endroit. C'est un endroit abandonné et le but, c'est que personne ne sache où il est. C'est un guet-apens, Bon, là. grave, le mec, il a tous les red flags possibles. Plus sérieusement, là, il m'a vraiment pas rassurée. Donc j'ai directement répondu, désolé, mais moi, je veux que mes parents soient au courant d'où je suis. Et il me répond, je vous jure, ne t'en fais pas, j'en ai déjà parlé à ton père. Le mec a pris l'initiative, sans savoir si j'étais d'accord, d'aller voir mon père et de lui parler déjà de cette histoire. Mais c'était un mytho, ça. Ton père, il a dit quoi après? Attendez. Et là, du coup, je me suis dit, mais de quel droit il va parler de ça à mon père comme si c'était déjà fait, alors que je lui ai même pas dit oui, quoi. Et il m'a même dit que son amie voulait me photographier parce qu'elle prépare un livre d'auteur et qu'elle voulait que je sois celle qui fasse la couverture du livre. Plus j'y réfléchissais, plus je me disais, cette fille, elle me connaît pas. Elle sait pas si je pose bien. Elle sait pas qui je suis. Et pourtant, elle veut que je fasse la page de son livre. Et dans le tas, il commence à me dire que là-bas, il allait faire très noir, que je prenne une lampe frontale, des bottes en caoutchouc et des gants. Enfin, je commence un peu à me rassurer moi-même en fait en me disant, en vrai, il en a parlé à mon père. C'est probablement que du coup, il n'y a rien de flippant et que c'est moi qui me fais des idées. Et là, il commence à me dire qu'il adore prendre des photos sombres et tout, et qu'il aime bien le gothique. Et sur le tas, il me lâche, un jour, j'aimerais bien prendre une photo avec quelqu'un et des chaînes. Le soir, je rentre tranquille chez moi et je vais voir mon père, qui était donc devant la télé, et je lui dis que j'ai besoin de lui parler de quelque chose et que je voulais avoir son avis. Donc je vous refais la conversation. Papa, tu penses quoi de Patrice au travail? Lui, il me répond, je le connais pas vraiment, même presque pas. Mais aujourd'hui, il est venu me demander si j'étais d'accord pour qu'il t'emmène faire de l'urbex. Je lui ai dit que oui, mais seulement si c'était sécurisé. Et du coup, je lui réponds, mais ça te dérange pas que genre j'y aille juste avec lui, qu'il n'y ait personne et qu'en plus, c'est une mine abandonnée? Je lui dis, ça m'étonne de toi parce que, en plus, tu me dis que tu le connais pas trop. Et je dis, papa, t'es sûr que t'as toutes les infos? Et là, il a l'air hyper étonné et il me dit, quoi? Mais déjà, il m'a pas dit que vous alliez dans une mine. Enfin, quand il m'a parlé, il m'a dit que vous alliez être avec des amis, pas que vous alliez être seul en fait. Gros manipulateur. Ouais. J'étais surprise parce que je me suis dit, Patrice, il m'a bien dit qu'il a parlé du truc à mon père, donc c'est vrai, en soi, il en a parlé à mon père, mais il lui a pas du tout dit. Du coup, je lui réponds, mais papa, il m'a dit qu'il t'en avait parlé, je comprends pas, et il m'a dit qu'en fait, je pouvais pas amener d'amis, parce que l'ami qui serait ici veut que l'endroit reste secret. Et là, mon père, il devient tout blanc. Et ma mère, elle était dans la cuisine, et donc elle entend ce que je raconte. Ma mère, elle rentre dans le salon, elle fait, mais Laurie, n'y va pas, c'est trop bizarre, il y a quelque chose qui cloche là. Et mon père, il rétorque et tout, et il me dit, non, n'y va pas, parce qu'effectivement, déjà, Patrice, il est toujours tout seul, il est très isolé, il parle pas beaucoup dans l'entreprise. Il est jamais venu me parler avant cette histoire. En fait, on se parle jamais, et il est venu me parler pour toi, quoi. Après ça, je vous avoue que j'ai eu une grande leçon de morale de mes parents, qui m'ont dit, c'est inconscient ce que tu as fait, franchement, ne discute pas avec lui et tout, enfin, ils m'ont un peu remis à ma place, quoi, me dire, méfie-toi. De toute façon, je me suis dit, mais non, je vais confronter Patrice et je vais lui dire que c'est mort, que je viendrai pas. Donc j'avais juste à l'attendre parce que de toute façon, je savais qu'il venait tous les jours dans la salle. Et donc là, il rentre dans la salle blanche. Il est venu me voir pour me parler une nouvelle fois de l'histoire de la mine. Et il me dit, ok Laurie, du coup, pour la mine, on fait ça en janvier, le temps que le confinement soit terminé, et comme ça, on organise tout ça. Sachant que j'avais ni confirmé, mais le mec était, c'est bon, c'était acté quoi. Je lui ai dit, écoute Patrice, c'est pas contre toi, mais je te connais pas ton ami non plus, donc je suis pas d'accord. Donc je lui ai dit, tant que tu me proposeras des sorties urbex sans mes amis, ça sera non, je suis désolée, mais je préfère être prudente. Il m'a répondu, ah non, ne t'inquiète pas, je comprends parfaitement, faudrait être une folle dingue pour accepter d'aller dans une mine abandonnée avec des inconnus. Et je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, qu'il m'a dit cette phrase. Et l'histoire se termine ici.
Et à ce jour, je me demande toujours ce qui se serait passé si j'y étais allée. Mais du coup, morale, en vrai, les filles et les mecs qui nous regardent, quand il y a des red flags comme ça, Faut stopper direct. En fait, je vous en supplie, il vaut mieux être trop prudent que de se faire piéger et de perdre la vie. On sait jamais, hein. Et... Oh. Wesh. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est une vanne ou pas? C'est quoi que ces lumières là? C'est un happening ou pas, les gars? C'est une propriété privée ici, monsieur. Non, c'est la forêt. C'est chez moi ici. Non, non, tout ça, c'est à moi. Non, c'est une vanne, les gars, en vrai, non? Personne a une bière? Non. Pas une bière? Je vous ai vu. Non, en vrai, les gars, c'est prévu ou pas, ça? Faut reculer un peu, les gars. Chez moi ici. Bah, mec, on va y aller. C'est un acteur, c'est un acteur. Je t'en supplie, dis-moi que c'est une vanne. Je bute ici, je suis là. Chez moi ici, ok? Alors vous allez tous vous barrer d'ici. Barrez tous. On se barre. On s'en va. Non, mais arrête, c'est fou ou pas, en vrai? Là, je rigole pas, en vrai. Mais les gars, la prod, ils réagissent beaucoup trop peu. Non, c'est un happening, c'est pas possible. Arrêtez, je vais faire une crise d'angoisse. Je suis sujette aux crises d'angoisse, je vous en supplie. Mais attends, il faut pas tout le monde. Wesh. C'est là. T'as ta lampe? Non mais arrêtez. Et quoi, il va baiser qui là? Qu'est-ce qui se passe? Putain de merde, qu'est-ce qui vient de se C'est passer? Les gars, venez, on se transmet tranquillement, on débriefe ça aux gens. Les amis, on vient de vivre un truc très bizarre. Laurie racontait son histoire tranquillement. Il y a un mec qu'on ne connaît pas, la prod a été choquée parce que oui, on a introduit une équipe de prod là actuellement pour le tournage. Il y a vraiment un vrai gars premier degré qui nous a vraiment Il fait avait l'air peur. un peu éméché et qui avait l'air énervé qu'on soit dans sa forêt, d'après ce qu'il dit. Et ça fait un quart d'heure, les gars, qu'on est en train de se dire est-ce que c'est un happening prévu par Léo et son équipe ou est-ce que... Les gars, non, ce n'est pas un happening prévu par mon Et équipe. ils me disent que ce n'est pas un happening, mais c'est pas possible, les gars, on est au milieu de nulle part. Comment il est venu? Si, s'il a vu les lumières, il y a beaucoup de lumière, les gars. Peut-être possible en vrai. Bah oui, et il y a des habitations à côté, hein. Et du coup, il y a un gars de la prod qui est parti, on sait pas où il est là. Ouais, mais Enfin, par bref. contre, moi, là, je vais pas être à l'aise là, du coup. Hein. Les gars, on fait ça pour les gens, on continue, on va jusqu'au bout. Et après, on se casse de là, ok? C'est une histoire qui m'est arrivée personnellement. C'est pas un truc que j'ai inventé ou quoi. Donc je vais vous raconter. Ça s'est passé quand j'étais petit. J'avais entre 10 et 12 ans exactement, je me souviens plus exactement. Et ça s'est passé en été. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'allais très souvent, tous les étés, dans une maison qui appartient à un membre de ma famille. C'est une maison de famille qui sert un peu de maison de vacances, où quand on y va, on se retrouve là-bas et on y va à chaque fois à plusieurs familles. Donc on est genre, je sais pas, une petite dizaine. C'est une maison qui n'est pas très luxueuse, elle est dans un endroit totalement paumé. C'est une vieille maison en briques, etc. que moi je détestais aller là-bas, il n'y avait pas internet, il n'y avait rien. Mais j'étais bien obligé d'y aller. Ouais, ça fait flipper. Et donc on y va, ça devait être peut-être en 2006, 2007, je sais plus. Et quand on arrive là-bas, il y a une famille que je connais bien, parce que c'est une amie d'enfance à moi. Sauf que c'est la première fois que je rencontre son beau-père. Donc il y a la mère, la fille et un nouveau monsieur que je ne connais pas qui se présente à nous et qui nous dit je suis le nouveau copain de madame. Il a genre entre 50 et 65 ans et il a un physique un peu atypique. Il a un physique un peu atypique, un peu en mode, vous voyez, professeur Tournesol dans Tintin. On arrive, du coup c'est un peu grand repas, c'est les vacances, etc. Il y a mes parents, il y a toute ma famille et ces gens-là, du coup. Et pour être un peu poli, ma mère demande à ce mec, elle fait et vous faites quoi en ce moment comment vous vous occupez vos journées, tu vois. Et lui il fait écoutez, on est bien embêté avec ma copine parce que ça fait un long moment qu'on cherche des appartements et on n'arrive pas à trouver des appartements qui nous plaisent. Et sa copine du coup elle dit alors je vais être honnête avec vous, c'est pas qu'on n'arrive pas à trouver des appartements qui lui plaisent, c'est que mon compagnon il a une particularité, c'est qu'il voit des fantômes. Genre il nous dit ça premier degré, je vous jure qu'il dit ça comme ça. C'est la première fois qu'on le voit, il nous dit, il a une particularité, c'est qu'il voit des fantômes. Et lui il dit, on a visité beaucoup d'appartements et tous les appartements qu'on visite, ils sont habités par des entités. Moi les gars, j'ai 10 ans quand j'entends ça, vraiment je suis choqué, je suis déjà terrifié, on est à l'entrée, tu vois, on mange des œufs maillots, je suis en train de me chier dessus. Et je me dis mais c'est quoi cette histoire? Parce que en plus, il y a mes darons à côté de mes darons à cette époque, ils me rassurent énormément. Ils me disent mais non, tout ça, ça n'existe pas. Sauf que là, il y a d'autres adultes en face qui me disent des dingueries. Donc moi, j'y crois à 200%. Et donc ce monsieur, on va l'appeler professeur Tournesol, comme ça vous vous rappelez bien de son physique. Il nous dit que du coup, il a cette faculté qui est de voir des entités
Et il nous l'a décrit et il nous parle 100% sérieux. Il nous dit qu'il voit des choses que les autres ne voient pas, il peut communiquer avec elles et surtout il les entend. Et il dit ça m'arrive très souvent de parler avec des entités, par exemple s'il y en a une là, il va lui parler, il va dire bonsoir, comment ça va, etc. Et il dit contrairement à ce qu'on voit dans les films d'horreur ou dans les livres, ils sont la plupart du temps assez gentils et on peut communiquer avec eux. Et il dit que c'est par contre à chaque fois des gens qui ont eu une mort violente ou soudaine. Donc soit par exemple des soldats, des gens qui se sont fait assassiner ou des enfants, tu vois. Donc des trucs un peu ghetto dans tous les cas. Donc moi bien entendu je suis terrorisé par cette histoire, mais je suis un enfant, du coup c'est pas moi qui fais la conversation passe à autre chose et vas-y je fais ma vie et je finis par aller me coucher. Et la suite de mon histoire se passe dans ma chambre. Je suis dans ma chambre, je m'endors, je suis un petit, j'ai pas de téléphone portable, c'est tard à l'époque, tu vois. Et pendant que je dors, je suis réveillé par un bruit. Je suis réveillé par un bruit, c'est le bruit de la porte de ma chambre qui s'ouvre. Il fait nuit. Et moi j'ai l'habitude de faire des conneries, du coup mon premier réflexe c'est de faire semblant de dormir. Sauf que je me dis non, j'étais déjà en train de dormir, j'ai pas de raison de faire ça. Donc j'ouvre les yeux, je regarde. Et devinez qui c'est qui rentre dans ma chambre. Ah je sais pas, il était peut-être minuit, 2 h du matin. Le mec louche qui dit qu'il voit des fantômes. Moi je suis terrorisé les gars, donc je bouge pas. Et je vous rappelle que je suis un petit, je sais pas trop quoi faire. Je l'observe et il rentre dans ma chambre. Il est droit comme un i, il regarde partout autour de lui. Il reste peut-être 2 minutes, mais 2 minutes ça fait peur, tu vois. Et il s'en va. Après ça, j'ai un peu de mal à dormir. J'étais petit, mais je me dis, hey, ce mec, je l'aime pas. Je comprends pas, il est trop bizarre, il me fait peur. Et du coup, le lendemain matin, quand je me lève, je vais voir ma mère et je lui dis, maman, il est venu dans ma chambre cette nuit. Et là, ma mère, normal, elle commence un peu à flipper. Elle se dit, bon, c'est qui ce mec, on le connaît pas. Du coup, elle va lui parler en mode tranquille et elle lui dit, ça va, t'as bien dormi, qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que tu t'es baladé. Et il fait, ah oui, j'ai extrêmement mal dormi, j'ai entendu une femme crier toute la nuit. Et donc vraiment, elle fait, comment ça, tu vas nous dire que t'as vu un fantôme? Il fait, non, je l'ai pas vu, j'entendais une femme qui criait, et qui criait, à l'aide, toute la nuit. Et il disait, sauf que j'arrivais pas à comprendre dans quelle pièce elle était. Il dit, du coup, je l'avoue, je suis rentré dans les pièces de toute la maison, j'ai fouillé pour comprendre d'où venait ce cri. Et il dit, et je ne l'ai pas trouvé. Il dit, par contre, moi, je me suis mis à communiquer avec elle. Je lui ai dit qu'elle était morte, parce qu'elle ne le savait pas. Elle criait à l'aide. Et j'ai compris où elle était. Et là, les gars, il raconte un truc. Et le pire, c'est que là, j'invente rien. Il dit que cette femme s'est fait tuer par son mari, découpée en morceaux, et qu'il a caché son corps dans les murs de la maison. Non. Et je vous ai dit que c'était une vieille maison en pierre. Et il dit, donc c'est pour ça que je ne la trouvais pas dans toutes les pièces où j'ai été, parce qu'elle s'est fait tuer. Moi, ça c'est ma mère qui me raconte tout ça. Et moi je suis terrifié, et ma mère aussi, mais je pense qu'ils font un réflexe que font certains parents, ils décident de plus en parler, ils se disent, waouh, ce mec il est tordu de zinzin. En plus cette maison, elle était à ma famille avant, donc tout le monde y a été, personne n'a jamais entendu des cris la nuit. On fait notre vie, il se passe un autre truc trop bizarre. À un moment, on est dans un repas, tu vois, on mange, c'est le midi. Et le mec, il est comme ça et il regarde en direction du jardin. Tu vois, il y a une baie vitrée, il regarde en direction du jardin. Et c'est pas ma mère, c'est une autre des femmes qui était là, qui lui dit, tu regardes quoi? Et il dit, je regarde l'enfant jouer au ballon. Et nous, on regarde, il n'y avait pas d'enfant, frère. Il n'y avait personne. Et après, donc, il y a quelqu'un qui lui fait, il n'y a pas d'enfant, et tu vois quelque chose. Et il dit, oui, c'est un enfant, je lui ai parlé tout à l'heure. Je me souviens plus quel prénom il lui a donné, mais il a dit genre, c'est Jean-Baptiste, il est tombé dans le puits quand il avait 7 ans, il est mort. Et en Mais effet, c'est que des histoires glauques. mais c'était dans la même maison. Et c'est une vieille maison, genre vraiment des années, je sais pas, peut-être 1700, un truc comme ça. Et en effet, il y a un puits dans le jardin. Il avait connaissance, lui, de ce puits ou pas? Oh, Non, arrête là, frère, arrête là, vraiment j'ai peur. Non. En plus, c'est une femme et j'ai pas vu de femme, gars. Pardon, on réécoute Antoine, c'est parti. Donc tu as posé une bonne question, tu as dit, et est-ce qu'il savait qu'il y avait un puits? Il le savait parce qu'il l'a vu, tu sais, il est au fond du jardin, mais c'est un puits qui est muré, tu peux plus tomber. Et du coup, on fait nos vacances, après ça, il se passe plus trop de trucs louches. Nos parents, ils vont à la plage de leur côté, lui, il fait son truc de son côté, tu vois. Et en fait, après ça, ma mère, elle était un peu touchée par cette histoire. Et elle a été voir la mairie du village, après les vacances, tu vois, quand le mec était parti. Elle a été voir la mairie du village pour avoir des informations sur les anciens propriétaires de la maison et sur l'histoire de la femme qui se serait fait couper. Ah non, pitié. On la sent tous celle-là. Hein. Ouais. Bien entendu, vu que c'était il y a longtemps,
Elle n'a pas eu des réponses exactes. Mais dans des archives à l'ancienne, il y avait écrit qu'il y avait un certain Xavier qui habitait dans cette maison. Et que dans cette maison, il y a eu un accident et que sa femme est défunte. Tu vois. Genre, il y avait marqué dans cette maison vivait un certain Xavier dont la femme a été touchée par une tragédie, mais on ne sait pas ce que c'est. Et d'après ce mec qui a toujours dit, en nous fixant dans les yeux, je vois les fantômes les gars, et pour lui c'était hanté, c'est sûr. Et je rajoute juste un dernier truc que j'ai oublié de vous dire. On lui a demandé un petit peu, mais d'où ça vient, tu vois, est-ce que tu es né avec ce pouvoir ou pas? Et lui il dit non, pas du tout. C'est un pouvoir qu'il y a en chacun d'entre nous. Tous les êtres humains peuvent voir les fantômes, il faut juste l'activer. Il a dit que lui ça s'est activé parce que quand il avait 12 ans, il a eu un accident. Il a fait, genre son cœur s'est arrêté pendant genre 1 ou 2 minutes. Il a été réanimé par les médecins. Et il a dit à partir du moment où du coup mon cœur est reparti, ça a déclenché un truc dans mon cerveau, j'entendais les mots. Et il nous le dit droit dans les yeux. J'y crois pas, perso. Tu crois pas? Mec, moi je suis tellement... Par contre, mec, on a une réelle preuve là. Le mec a vraiment prouvé quoi, le truc quoi. Ben après, c'est pas une preuve, tu vois, il n'y avait pas marqué il a découpé sa femme, mais c'est quand même bizarre. J'aime Bravo, beaucoup. Franchement, bravo, Ouais. on peut t'applaudir. Ça remet en question certaines choses. Je voulais juste vous dire un truc. En fait, cette histoire, je l'ai racontée, elle ne m'est pas arrivée à moi personnellement. Ok. Elle m'est arrivée à Thibaut, qui bosse avec moi, et qui me l'a racontée depuis que je le connais, ça fait genre 6-7 ans qu'il me l'a Et racontée. tu t'es personnalisé le truc Et quoi. je l'ai personnalisé pour que ce soit plus sympa de vous la raconter. Mais lui, il me l'a raconté exactement comme moi je vous l'ai raconté. Et c'est lui, il l'a vécu. Si tu lui demandes, il te décrit le mec, il peut te le dessiner, il te dit tout ça c'est vrai, tu vois. Et c'est quoi ton avis par rapport à ça? Je vous avoue, j'ai pas trop d'avis, je sais pas quoi en penser. Tu sais que moi, en vrai de vrai, les gars, tu sais que je reçois beaucoup de mails de personnes Qui te qui témoigne. vraiment témoignent de choses inexplicables pour la plupart. Des prédictions comme ça, hyper étranges, des ressentis. Et pour que, genre, tu vois, 400 personnes m'envoient ça sur un mois, j'abuse un peu dans les chiffres, mais Oh putain. Et j'ai des frissons de baiser, frère. ça m'a mis des frissons, sa mère encore. Putain. Ça, mec, ça fait tellement peur. Mais on dirait une femme, vous trouvez pas? On dirait une femme qui crie en fait. Déjà merci les gars pour être venus. Ça me fait plaisir d'être avec vous là, qu'on se partage un peu nos histoires effrayantes. C'est un truc que j'adore faire. Moi les amis, je vais vous raconter une histoire qui est en lien avec une forêt comme je l'ai dit au début. L'histoire que je vais vous raconter, elle se passe en 2018 et elle est arrivée à une personne qui s'appelle François. François, c'est un mec hyper simple, mais qui en 2018 a beaucoup de problèmes. Ça va être des problèmes avec ses enfants, avec son taf, il est comptable, il voit beaucoup de chiffres, tous les jours, vraiment, il va en avoir ras le cul, quoi. Mais de tout, quoi. Et un jour, il va décider de tout envoyer, il va en avoir marre de tout, il va vouloir se prendre un petit peu de repos, il va se dire, bon, vous savez quoi, il va dire à sa femme, je pars, quelques jours, c'est un randonneur, il a l'habitude de faire des petits séjours comme ça. François, voilà, il est en totale déprime et il adore les Alpes, donc il va se dire, je vais prendre un petit peu de vacances et il va partir 1 semaine dans les Alpes. Il adore la randonnée, donc il va se dire, je vais me faire voilà, des petites excursions dans la forêt. Premier jour, tout se passe bien, deuxième jour aussi, troisième jour, il rencontre même des personnes et même durant les trajets, en fait, il arrive à régler ses problèmes. Un jour, ça va être le 1er janvier 2018 que là, il va se passer un truc vraiment effrayant pour le François. Vous allez voir, ça va aller très vite. François, comme à son habitude, il part un jour, voilà, il prend sa voiture, il monte en haut d'une montagne avec sa voiture, il va dans un sentier et il marche pendant, on va dire, 2, 3, 4 heures. Sauf que on est en fin de journée quand il décide de faire ça. Et c'est pas bon signe de faire ça parce que le soleil se couche et si tu sais pas où est ta voiture, si tu ne connais pas trop le chemin de la forêt, tu peux facilement te perdre. Et lui va quand même tenter de faire ça, il va prendre le risque, il va marcher et malheureusement le soleil va commencer petit à petit à descendre. Donc voilà, il va finir sa randonnée, il va continuer du coup à revenir vers sa voiture, sauf que le soleil se couche comme il l'avait prévu malheureusement. Et là, il a une lampe torche heureusement, mais il ne reconnaît pas du tout où il a mis la voiture, il ne sait pas du tout où il est paumé en pleine forêt. Et là il se dit, comment je fais du coup pour rentrer chez moi? Là c'est vraiment la merde quoi. Il marche pendant 1 heure, il trouve rien. Pas du tout la voiture. Il ne sait pas du tout où il a mis la voiture. Et là du coup il est comme nous actuellement, en forêt, mais tout seul. Il n'est pas en une équipe de prod. À 4, non, là il est tout seul dans la forêt, perdu avec lui-même et ses pensées. C'est horrible, la sensation, vous imaginez, elle doit être horrible. Bah ouais. Il continue à marcher pendant encore plusieurs heures jusqu'à qu'il trouve quelqu'un, de l'aide. Mais non, évidemment, il n'y a personne dans la forêt, il est tard. Il verra personne. À part une chose, il va diriger sa lampe torche vers un endroit devant lui
Et là, il va voir en fait un petit carré. Il va voir un petit carré devant lui et il va se rapprocher de plus en plus. Il va voir en fait que c'est une petite cabane en bois. Et il va se dire, putain, yes, il y a de la vie quelque part dans cette forêt. J'ai de la chance. Peut-être que quelqu'un pourra m'aider dans cette cabane. Bon, il a peur sur le moment que ce soit abandonné en fait, parce qu'une cabane en pleine forêt comme ça, paumée, c'est quand même hyper chelou. Personne n'habite en pleine forêt comme ça. C'est une forêt immense. On est dans les Alpes, perdu. C'est impossible qu'un mec habite là. Donc il va se dire peut-être que c'est des toilettes publiques en bois, très bizarre, mais bon. Il va essayer un peu de théoriser, mais il ne sait pas pour l'instant ce que c'est. Donc il va s'approcher, toquer, il va ouvrir la porte et se rendre compte qu'en fait il n'y a personne en fait. Ok, un refuge peut-être aussi. Un refuge. Le truc bizarre dans cette maison, il va l'observer directement. En fait, déjà cette cabane, cette sorte de petite bicoque est très petite. Et en fait, il y a juste un lit au milieu. C'est hyper space. Il n'y a vraiment rien. Pour l'instant, il voit rien. Il voit juste devant lui un lit. Et là, à ce moment, il comprend pas. Là, il trouve ça très bizarre. Mais il s'inquiète pas trop parce qu'il a peur. Il se dit, oh putain, c'est sûrement un gars. Et du coup, il lui dira au gars, s'il arrive pendant la nuit, peut-être qu'il est parti en fait entre temps, je sais pas, chasser ou je sais pas quoi pendant la nuit. Il a fait peut-être sa petite balade routinière. Du coup, bon, tant pis, il le préviendra s'il revient qu'en fait, il n'avait pas d'autre solution de dormir là parce que il est paumé en forêt quoi. Et au même moment où il réalise ça, il entend un bruit de pas. Et là, il se dit, oh putain, le mec revient donc je vais le prévenir. Il va du coup à l'extérieur de la cabane, personne. Il demande s'il y a quelqu'un, personne ne lui répond. Avec son lampe torche, il regarde un petit peu les environs, personne. Bon, très bizarre. Alors il va re-rentrer, et ce qu'il n'avait pas vu au tout début, parce qu'il était focus sur ce lit, il va voir plein de tableaux autour de lui, qui sont disposés un peu partout. Mais surtout à sa hauteur, quoi. À droite, un à gauche et un devant lui. Et ces tableaux, ils ont un truc assez particulier. Sur tous les tableaux qu'il y a dans la pièce, il y a des personnes avec des visages inhumains, comme s'ils se forçaient à sourire. Alors lui, ça va le mettre dans un état pas possible, il va être terrifié et il va se dire « Waouh, ok, je vais dormir là, c'est chaud, mais bon. » Donc il va s'endormir sans se soucier de ça, voilà. Il va passer une agréable nuit en vrai. Hein. Le lendemain, il va se réveiller et là, il va se rendre compte avec effroi, il va vraiment être tétanisé de peur. Il fait jour, du coup, il voit tout ce qu'il y a devant lui. Il se rend compte qu'en fait, il n'y avait pas du tout de tableau dans cette cabane, il n'y avait que des fenêtres. Oh non. Ouais, je la connaissais. Et c'est la fin de mon histoire. Elle est Horrible. incroyable. Elle est Tu sais super. que c'est mon histoire d'horreur préférée, mec. C'est vraiment ma préférée. Du coup, quand t'as parlé de Julie, tout seul dans le chat, j'ai fait oh. Alors, il y a plein de théories sur cette histoire. Est-ce que c'était des entités paranormales? Donc, est-ce que c'était des gens en fait à la fenêtre qui souriaient comme ça, qui l'observaient dormir? Ouais. On ne saura jamais. Putain, c'est ouf, c'est trop bien, mec. J'adore, c'est une sorte de creepypasta un petit peu étrange. On n'a pas de vraie fin à cette histoire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une fiction? Ça vous a plu, les amis? Oui, Trop bien. c'était trop bien. Mon gazébro, mon duo divertissement. Je suis en description d'ailleurs. C'est une zébro, il est beau. Ouah, mec, tu peux avoir l'air un peu moins content d'être là. On dirait le mec bourré de tout à l'heure, mec. Ouais, il a autant de dynamisme. Je t'en prie, mec, tu peux nous raconter ton histoire effrayante. Ouais, moi j'ai juste une question pour vous tous d'abord. Est-ce que vous croyez à d'autres formes de vie dans l'univers? Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'une invasion extraterrestre puisse venir sur Terre, c'est possible ou non? Ça me paraît un peu science-fiction, mais pourquoi pas? Moi je suis d'accord avec vous, j'y crois pas du tout. Je crois à d'autres formes de vie dans l'univers, dans le système solaire même, pourquoi pas. Mais l'histoire que je vais vous raconter, elle parle des ovnis. Alors ovni, juste définition, objet volant non identifié. Ça ne veut pas dire extraterrestre, mais ça veut dire que ça vole et on ne sait pas ce que c'est. Alors je vais vous raconter l'histoire de Frédéric Valentich. C'est un Australien qui a 20 ans, un petit jeune quoi, et qui est pilote d'avion. Alors il est passionné d'aviation et il a 150 heures de vol à son actif, ce qui est vraiment pas mal. Il faut savoir que c'est pas un pilote professionnel à proprement parler, il est expérimenté mais pas trop non plus. Il a tenté d'entrer dans la... Alors je crois que c'est Air Force australienne, Air Force, un truc comme ça. Mais ça a été un échec parce qu'il n'avait pas le niveau scolaire suffisant. Et donc il est resté juste pilote d'avion pour une compagnie privée. Donc il passe une licence de pilotage de pilote privé. Il échoue les examens pour être dans une ligne un peu commerciale. Donc si les avions qu'on prend faire Paris-New York, peu importe, il ne pouvait pas le faire. Lui, il faut savoir qu'il a un faible intérêt, enfin un intérêt quand même un petit peu pour les ovnis. Il habite avec ses parents dans la banlieue de Melbourne, plus précisément à Avondale Heights. Sa vie est plutôt calme, il est vendeur d'équipements militaires. Voilà. Donc vie tranquille, il vend ses objets dans son petit magasin et il est pilote d'avion à côté. Le 21 octobre 1978, il prépare son vol pour aller
vers King Island. Alors, King Island, c'est une petite île qu'il y a à côté de l'Australie. C'est pas très loin, c'est à environ 200 km en avion. Donc on est le 21 octobre 1978 et Frédéric prépare son vol pour aller vers King Island. 17h20, il soumet son plan de vol à l'office qui gère un peu les vols, etc. Et il lui dit qu'il doit récupérer des passagers sur cette île. Ok, jusque-là, un petit vol de routine pour lui, c'est pas très loin, 200 km. C'est environ 1h20 de trajet en avion. À 17h20, il soumet son plan de vol, c'est-à-dire qu'à 22h, il est déjà revenu. Alors, rien d'exceptionnel ce jour-là, la météo est plutôt bonne. Il commence à faire nuit et 18h19 précisément, Frédéric décolle avec son petit avion. C'est un monomoteur quadriplace, donc 4 places. Et il va récupérer des passagers sur l'île. Alors, pour un petit peu plus de précision, pour ceux qui s'y connaissent en aviation, il pilote un Cessna 182L. Et immatriculé, ça peut être important pour la suite, VHDSJ. Ah oui, à savoir aussi, c'est un avion qui est loué et qui avant appartenait à l'armée australienne et qui avait été utilisé pour faire des photos, prises du ciel, etc. Donc voilà, mais après il a été revendu à une boîte de location et maintenant c'est Frédéric qui loue cet avion et il l'utilise. Il décolle, il vole vers le sud-ouest en direction du littoral pour rejoindre l'océan. Il est 19h environ et il approche du cap d'Otway, à moins d'une heure de vol. Il opère un virage à gauche vers le sud et il survole le détroit de Bass en direction de King Island. Donc là, dans son plan de vol, il est bientôt arrivé à l'île. Sur l'île, il va commencer à traverser l'océan. 19h06, il a un premier contact avec Melbourne, donc là où il a décollé, Melbourne Flight Service, ça s'appelle. Et il signale même la présence d'un objet qui vole. Donc il demande s'il y a un autre avion à proximité de lui, en dessous de 5000 pieds. La tour de contrôle lui dit non, il n'y a aucun trafic identifié. Et lui, il dit qu'il voit comme un aéronef avec 4 lumières très puissantes voler en dessous de lui et qu'il se déplace très rapidement et de manière plutôt aléatoire. Ok, chelou. Il se dit peut-être que c'est un avion militaire, alors il demande est-ce qu'il y a des avions militaires à proximité de là où je suis, quoi. La tour de contrôle lui répond non, aucun avion militaire est présent sur les radars. Il n'y a que lui sur les radars. Rien d'autre. Alors, après il reprend contact, donc là on est vers 19h07, 8, tout s'est passé très vite, pour dire que l'objet en question s'est déplacé à 1000 pieds au-dessus de lui. Là, à la radio, il semble plutôt nerveux et il demande du coup s'il n'y a vraiment pas d'avion de chasse à côté de lui. Lui, il voit quelque chose, quoi. Et donc, il comprend pas. Et la tour de contrôle lui répète encore une fois, non, aucun avion n'est dans la zone. Donc, Frédéric, il dit que l'avion s'approche de lui depuis l'est. Il s'approche dans sa direction. Il le voit s'approcher. Et entre 19h06 et 19h12, il va s'en suivre plein d'échanges entre Frédéric et la tour de contrôle, où Frédéric va décrire ce qu'il voit et la tour de contrôle peut que faire, d'accord, on entend, est-ce qu'il va lui poser des questions, de quoi a l'air cet objet, qu'est-ce qu'il en est, etc. Il va lui demander des précisions. La tour de contrôle lui dit, est-ce que vous pouvez identifier l'avion? Ce à quoi Frédéric répond, évidemment non, je ne sais pas ce que c'est. Il est 19h09 précisément, et Frédéric Valentich va dire, ce n'est pas un avion, c'est... Plus de réponse. On n'a plus de réponse. Ce n'est pas un avion, c'est... Et tant pis. Il reprend contact, la tour de contrôle lui demande de répéter ce qu'il a dit, et il dit, quand il se déplace, il a une forme plutôt chelou, quoi. Il est stationnaire et il fait des choses, des mouvements, des cercles, juste au-dessus de lui. Sa surface extérieure est toute brillante selon lui, et l'objet vient juste de disparaître. Donc là, on remet un peu les choses dans leur contexte. Il est en avion, au-dessus de l'océan, et il y a un objet assez chelou qui vole à côté de lui, qui vient de disparaître. La tour lui demande, est-ce que l'objet vient de disparaître? Pour lui reposer la question et de confirmer. Il ne parle pas, il reprend contact pour dire, l'objet vient de réapparaître. Il est incapable de définir ce qu'il voit, et là d'un coup il se plaint de problèmes de moteur, comme quoi son moteur ferait des bruits un peu chelous, comme s'il perdait en puissance ou on ne sait pas trop, quoi. Juste, il se plaint de ça une seule fois, de problème de moteur. Frédéric est toujours dans l'avion et il dit « il s'est en train de planer et ce n'est pas un avion ». La tour de contrôle lui demande de confirmer, lui demande encore plus de détails.
Et à 19h12 et 23 secondes, plus rien. On perd le contact avec Frédéric Valentich. La transmission est interrompue et il s'ensuit un bruit métallique hyper étrange pendant 20 secondes. On ne sait pas ce que c'est, comme si quelque chose grinçait dans l'avion, je sais pas, en tout cas on n'entend plus la voix de Frédéric. Et donc 19h12 et 43 secondes, on n'a plus aucune réponse. La tour de contrôle tente de reprendre contact avec Frédéric, mais on ne l'entendra plus jamais. Oh. Évidemment, juste après ça, la tour de contrôle envoie des avions partir à sa recherche. On attend quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, et on ne retrouvera plus jamais l'avion de Frédéric Valentich. Est-ce qu'il s'est crashé? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est produit avec cet autre avion, cet autre objet? On ne sait pas. En tout cas, il n'est jamais arrivé à King Island. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Alors, maintenant, il y a plusieurs théories. Il faut savoir que moi, quand on parle d'OVNI, j'y crois pas trop et je tente surtout d'enquêter un petit peu plus, d'aller un peu plus loin. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, les conditions sont jugées bonnes. Pourquoi l'avion se serait crashé? Il est assez expérimenté, mais pas trop non plus. Donc, il peut se crasher, mais je veux dire, décrire un tel objet... Ouais, c'est trop bizarre en fait que ce soit en même temps, quoi. Les témoignages diront que, apparemment, depuis les côtes, on aurait vu une lumière dans le ciel, d'étranges lumières, mais sans plus. Et ça fait en fait de cet incident l'un des incidents les plus marquants jamais élucidés à ce jour. Ah waouh. Il y a une enquête qui a été faite, sauf qu'elle ne donne pas de cause. Il y a des théories qui diraient qu'il aurait perdu le contrôle de l'avion et qu'en fait c'est son reflet dans l'océan qui aurait fait qu'il aurait vu des lumières, mais quand c'était à l'envers. En fait, que son avion se serait retourné, sans qu'il le sache, et qu'il aurait juste vu le reflet des lumières de l'avion dans l'océan. C'est que du coup, il aurait fait des CR, par exemple, et qu'il se serait craché dans l'océan. Le son qu'on entend à la fin même est inexpliqué. Alors, c'est pas tout, parce que ce qui, je pense, me choque un peu plus, c'est de savoir que tu as des enregistrements, normalement, de ça, justement. Et là, l'enregistrement original avait été supprimé et tout ce qui nous reste, c'est juste un transcript écrit de ce dialogue qu'ils ont eu avec Frédéric. Mais l'enregistrement original, oral, vraiment, a été supprimé. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres théories comme quoi ce serait l'armée australienne qui aurait fait une erreur, ils auraient battu l'avion peut-être, et qui aurait supprimé ces enregistrements-là. Ou alors, c'est un ovni et vu comment il décrit l'objet, surface brillante. Ça fait plus ovni en fait que... C'est ça. Moi j'ai une petite théorie, tu me dis ce que tu en penses. Parce que tu as dit au début, qu'il était fan d'OVNI avant même qu'il envoie un. Est-ce que le mec il aurait pas tout orchestré pour justement crédibiliser une théorie d'OVNI? Tu vois, parce qu'il était tout seul dans l'avion. Oui. Ça se trouve, il s'est dit « Ah, ça serait trop un banger si j'ai inventé une histoire et qu'on me croyait. » Et il s'est dit « Si je suis tout seul à voir le truc, parce qu'on voit rien sur les radars, tu vois. Les ovnis, ça peut potentiellement exister, mais on peut les voir sur les radars, tu vois, s'il y a quelque chose de physique. » Et peut-être que lui, il a tout inventé, il a dit oh, « Je vois un truc, il a arrêté de répondre. » Tu vois, c'est bizarre, il dit « Il est une forme, c'est un... » Et il donne pas la réponse. Et peut-être qu'il s'est volatilisé après ça, tu vois, il est peut-être pas mort. Et il a changé de vie et il s'est dit let's go, j'espère que ça va faire parler et que ça va lancer une théorie. C'est ce que je me suis dit, mais en vrai quand tu vois que ça s'est passé en 1978 et que t'as plus aucune... Enfin il est parti disparu et mort, on présume mort à l'heure actuelle. Est-ce qu'à cette époque-là on n'aurait pas pu le retracer, tu vois, les trajets d'avion étaient traçables, non j'imagine? C'est impossible. Il aurait quoi brouillé peut-être les signaux radars? On a aussi supposé qu'il aurait pu prendre des substances et imaginer des choses, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui était comme ça. Tu vois, selon les dires de sa famille, etc. C'était quelqu'un de plutôt calme, qui était plutôt réglo, qui faisait bien les choses, même s'il a échoué pas mal dans la vie, notamment pour entrer dans l'Australian Air Force. Est-ce que justement il n'aurait pas voulu se mettre un peu en lumière parce qu'il n'en avait pas beaucoup, il échouait beaucoup dans sa vie, beaucoup d'échecs. Est-ce qu'il n'a pas voulu justement qu'on parle de lui? Ça on ne le saura jamais malheureusement. Il aurait réussi parce que tu parles de lui. Et il aurait réussi, mais à ce jour, voilà, c'est l'une des histoires les plus marquantes qui n'ont été jamais élucidées. Et personne ne sait expliquer ça, les experts s'y sont confrontés. J'adore. Et là on va se faire tuer, c'est ça? Faut qu'on se casse là, peut-être. Ouais, On va se barrer. On n'oublie pas les gourdes. Moi je le protège avec Air Up. Ouais. Merci beaucoup à Air Up d'avoir sponsorisé cette vidéo, on s'est régalé grâce à eux. Je vous rappelle, vous avez tout en description. Merci beaucoup les gars d'être venus, ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi, mec. Je vous mets tout le réseau en description évidemment. Et nous on se dit à la prochaine pour une très grosse vidéo, je l'espère évidemment. A plus. Ciao tout le monde. Bye. Ciao.